La guerre avec l'Iran et Donald Trump. Voici The Economist, qui publie un article affirmant que la guerre en Iran rend Donald Trump plus faible et plus en colère. Il l'appelle « Opération Fureur aveugle ». Et c'est tellement populaire en Iran qu'il l'appelle « Fureur absente ». Mais Andrei, voici ce que Donald Trump lui-même a dit à propos de la situation actuelle de la guerre. Pratiquement tout a été anéanti, y compris le commandement. Leur marine a disparu, leur force aérienne a disparu, leur équipement anti-aérien a disparu. Nous volons où nous voulons, Pete. Personne ne nous tire même dessus. Oui, et juste pour préciser, il y a quelques minutes, nous avons appris de sources iraniennes qu'un F-35 a été touché la nuit dernière à 2h35 au-dessus de l'Iran. C'est l'un des avions de chasse furtifs qu'il possède. Andrei, que se passe-t-il? La manière dont Donald Trump essaie de présenter la situation et de la partager avec le peuple américain, est-ce que cela reflète la réalité de ce qui se passe en Iran? Tout ce que dit Trump est un mensonge absolu. Il est en état de panique, tout comme son administration, ce que le discours décousu de Pete Hegseth aujourd'hui a complètement confirmé. Et que puis-je dire? Je veux dire, il ment, tout simplement. Pratiquement tout ce qu'il dit est un mensonge. Deuxièmement, nous pouvons encore envisager la possibilité, comme mentionné précédemment, qu'il soit tellement déconnecté de la réalité qu'il croit probablement que ce qu'il dit est vrai, parce qu'il est à la limite, c'est un trouble de la personnalité. Et nous pouvons aussi observer les premiers signes de démence. De toute évidence, il y a toutes sortes d'indices en ce sens. Il y a là tout un bouquet de problèmes. Et oui, il ment, parce que c'est probablement sa dernière chance de se prouver quelque chose à lui-même. Enfin, j'imagine, je ne sais pas. Et évidemment, c'est une catastrophe pour les États-Unis, toute cette histoire avec l'Iran. M. Trump ne comprend pas les critères selon lesquels on évalue le succès d'une guerre. Et ce que l'on peut constater, comme toi, Sean, l'économiste, l'a souligné, autant je déteste ce tabloïd, autant ils ont visé juste. C'est une fureur aveugle. Et cette fureur, encore une fois, la fureur des États-Unis aujourd'hui, est extrêmement limitée, car les États-Unis ont déjà épuisé la majeure partie de leur potentiel, à l'exception de quelques moyens de l'armée de l'air, dans cette opération militaire spéciale. La Russie a effectivement démilitarisé l'OTAN et les États-Unis. Et maintenant, nous avons Pete Hegseth qui se lamente ce matin en disant que « Oh oui, c'était Biden ». Non, ce n'était pas seulement Biden, c'est aussi l'administration Trump qui continue de soutenir la guerre en Ukraine. Et maintenant, nous pouvons en voir le résultat. Pour la première fois, ils se sont retrouvés dans une bagarre avec des gens qui ont réellement les moyens de riposter. Et de riposter extrêmement bien. En conséquence, c'est une humiliation militaire totale. Mais oui, nous avons ce type qui fantasme sur sa grandeur, alors que la réalité, bien sûr, ce qui se passe au-delà de lui, est totalement opposé, à 180 degrés. Andrei, nous en sommes à plus de 3 semaines de conflit, et Pete Hegseth demande encore 200 milliards de dollars. Quelle est la situation actuelle concernant leur stratégie, leurs armes et leurs munitions, missiles Tomahawk ou autres? Que sait-on réellement de ce qui se passe là-bas? Parce que ce n'est pas seulement une question d'argent. La production est l'un des principaux problèmes. Oui, tout tourne autour de la production. Oui, allez-y. Oui, tu ne peux pas expliquer à un MBA de Harvard que ce n'est pas une question d'argent. Surtout pas à Pete Hegseth, qui a un diplôme en politique, quoi que cela veuille dire, et qui n'a jamais dépassé le niveau de connaissance en psychologie et en philosophie d'un commandant de peloton. Au mieux, tu vois. Donc la production est un enjeu crucial. Nous savons qu'en ce qui concerne les Tomahawk, l'année dernière,
les États-Unis en ont produit 90. Et avant cela, en 2024, ils n'en ont acheté aucun. Il manque donc très vite de JASSM, car c'est la seule arme à distance qu'ils peuvent réellement utiliser depuis les airs. Il peut être transporté par des B-52, des B-1 et évidemment toutes sortes de F-18 et d'avions similaires. On ne peut pas créer de capacité industrielle, même en demandant 400 milliards de dollars. Et oui, c'est essentiellement une question de corruption dans le complexe militaro-industriel. Il s'agit d'enrichir certaines personnes. Les États-Unis ont désormais 1 ou 2 générations de retard sur les tendances générales de l'industrie, de la défense aérienne et des armes de frappe. Et oui, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Et M. Trump est simplement perdu dans ses fantasmes. L'un des enjeux cruciaux en ce moment, Andrei, c'est que l'escalade atteint un point extrêmement important pour toute la région, non seulement en termes d'énergie, mais aussi de sécurité alimentaire. Tout est sur la table à l'heure actuelle. Ils ont attaqué l'une des raffineries les plus importantes d'Iran, celle de South Pars, et nous venons d'assister à une riposte massive des Iraniens contre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït et Haïfa il y a tout juste quelques instants. Comment percevez-vous l'escalade en cours? Eh bien, nous savons que le Qatar est déjà tombé à presque 20% de sa production, ce qui est une catastrophe, et qu'ils ont maintenant tout arrêté. En gros, ils ne produisent plus rien en matière de gaz naturel liquéfié. Et il y a toutes sortes de problèmes, comme vous l'avez justement mentionné, liés à des choses comme les engrais, des éléments essentiels pour l'agriculture, surtout dans une région qui est essentiellement désertique. C'est une zone désertique, en somme. Et oui, Haïfa, regardez-la maintenant. Israël est en train d'être réduit en bouillie, peu importe comment ils essaient de le dissimuler. C'est une véritable catastrophe là-bas, et cela va devenir bien pire. Donc oui, ils voulaient la guerre. Ils ont eu la guerre. Et je parle d'une vraie guerre. Pas de mettre une raclée à l'armée à moitié illettrée et pathétique de Saddam en 1991 quand on avait les mains libres pour se déployer. Non, c'est une toute autre histoire. Et oui, même Politico, aussi peu que j'apprécie ces margoulins, a soulevé hier la question selon laquelle, oh oui, il perd le contrôle. J'ai une nouvelle pour eux. Il n'a jamais eu le contrôle. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. L'Iran a la supériorité dans l'escalade. La seule chose que les États-Unis peuvent faire, la seule chose que l'armée américaine puisse faire, c'est lancer quelque chose, bombarder quelque chose. C'est tout. Si cela se traduit par des troupes au sol, ce sera une catastrophe. Ils ont en gros déjà censuré leurs vidéos montrant les cercueils arrivant, parce qu'ils ne peuvent pas montrer ça. Donc, on en est à voir Trump comme un cadavre politique. Et qui sait ce qui va se passer? Plus ça dure, plus il y aura de problèmes. D'abord, le Pentagone est incompétent, on le sait maintenant. Et surtout avec ces fanboys qui crient « Oh ouais, ils ont abattu un F-35 ». Oui, ils ont abattu un F-35. Et alors, en 2017, la défense aérienne syrienne, et ce n'était même pas un S-300, c'était un Buk M1, a abattu un F-35 israélien. Mais ils se sont tellement vantés qu'ils perdent maintenant des atouts à forte valeur symbolique, ce qui est catastrophique. Je veux dire, souvenez-vous du Ta'ad. Ah oui, le système de missiles balistiques. C'est pratiquement de la camelote. Tu sais quoi? Je veux dire, ils ne comprennent rien à la guerre moderne. Ils n'ont aucune idée qu'aujourd'hui, l'Iran a réellement la capacité de manœuvrer les ogives sur ses missiles. Et oui, l'Iran dispose d'une bonne reconnaissance et d'un bon ciblage. Clin d'œil si tu vois ce que je veux dire. C'est une catastrophe militaire pour les États-Unis. La seule chose qu'ils peuvent faire, parce que ce sont une bande de lâches à Washington, D.C.,
c'est de s'inquiéter pour leur carrière politique. Certains d'entre eux, si ça continue comme ça, qui sait, le 25e amendement pourrait entrer en vigueur. Tu sais que Trump n'est pas apte, ce qu'on voit tous les jours, à diriger le pays, ou qu'il finira derrière les barreaux, tu vois. Alors, n'oubliez pas, les dossiers Epstein ne vont nulle part. Ils sont toujours là. Et c'est enfin un vrai foutoir. D'accord? C'est ce que c'est. Les États-Unis n'ont pas de ressources. J'en parle depuis la 2e décennie maintenant. Les États-Unis ne sont tout simplement pas faits pour mener une vraie guerre. Ils peuvent acheter le président du Venezuela, bien sûr, il se vendra volontiers, ou ils peuvent battre, vous savez, l'armée irakienne. Peu importe ce que c'était pas une vraie armée. Mais affronter un ennemi réel, sérieux, avec une culture profonde, une civilisation ancienne. Franchement, de quoi parlez-vous, vous voyez? Donc oui, si tu regardes de près, comme je ne cesse de le répéter, l'Iran est une civilisation ancienne, pas seulement un pays. Tu le sais mieux que moi. Ils respectent leur antiquité. Les États-Unis n'étaient même pas dans le tableau pendant encore 2000 ans, pour dire les choses doucement. Ils respectent leur antiquité, leur ancienne civilisation perse. Ils portent encore une grande influence de la période zoroastrienne, tu sais, et quand on regarde la structure de la société iranienne, malgré tous ses défauts, alors ils ont tué Khamenei et Larijani. Eh bien, devine quoi? Cela n'a fait que mobiliser encore davantage la société iranienne. On ne peut pas l'expliquer à Trump parce que c'est un homme profondément inculte, très primitif dans sa manière d'aborder l'immobilier, les affaires new-yorkaises et le spectacle. Ce à quoi il est confronté, c'est quelque chose que les États-Unis n'ont jamais eu à affronter auparavant. Et si cela devait se traduire par des troupes au sol, le Vietnam paraîtrait une promenade de santé en comparaison. Que dire? Israël a tenté de bombarder le port d'Anzali, Bandar Anzali, hier sur la mer Caspienne. Eh bien d'abord, il y a 3 autres ports là-bas qui sont hors de portée des armes israéliennes, quelles qu'elles soient, et qui ne leur appartiennent pas vraiment. Tout vient des États-Unis. Donc si cela devait se traduire par des troupes au sol, devinez quoi? Ils ne feront rien contre une éventuelle ligne d'approvisionnement de l'Iran sur la mer Caspienne. Parce que, vous savez, André, l'administration est en train de devenir un royaume de mensonges. Ils savaient que s'ils attaquaient les installations pétrolières iraniennes, l'Iran réagirait, car l'Iran avait déjà déclaré « Si vous attaquez nos installations pétrolières, nous frapperons toutes les installations pétrolières de la région ». Ils savaient donc exactement quelle serait la réponse de l'Iran. Savoir ne suffit pas. Il faut l'intérioriser. C'est là toute la différence. Je sais beaucoup de choses. Est-ce que je me laisse guider par elles? Non. Et surtout, quand on regarde l'organisme de la gouvernance d'État, la façon dont il fonctionne, peu importe ce qu'ils savent, s'ils ne l'appliquent pas, quoi qu'ils fassent. Et encore une fois, Trump subit une énorme pression. Et en gros, il est sous la coupe d'Israël. D'accord, soyons honnêtes, c'est terrible, mais c'est ainsi. L'administration américaine et les cercles militaires sont infestés de sionistes chrétiens et de partisans d'Israël avant tout, des gens de l'AIPAC. Et ces gens-là sont extrêmement incompétents, militairement, stratégiquement. Ils ne l'ont jamais été dès le départ. Par exemple, la mythologie militaire d'Israël a été très soigneusement construite par les médias israéliens et par les médias contrôlés par Israël, c'est-à-dire la plupart d'entre eux aux États-Unis. Il en va de même pour la mythologie militaire américaine. Ils sont en quelque sorte devenus dépendants de leur propre propagande. Ma première pensée à ce sujet a été qu'ils ne comprennent même pas ce à quoi ils ont affaire dans le monde extérieur. Et encore une fois, cela a été fait en choisissant soigneusement des ennemis faibles et arriérés comme l'Irak et bien d'autres encore. Et là encore, tu l'as vu toi-même,
Ces idiots célèbrent encore cela, ce qui est une honte nationale pour le Venezuela. Ils sont dans le commerce de détail de leur président. Ils ont été, des fauteurs de troubles un peu partout, tu sais. Donc ce n'était pas vraiment une situation spéciale ou terriblement difficile, parce qu'ils ont vendu le président, tu vois. Mais en réalité, l'Iran joue dans une toute autre catégorie. Et maintenant, ils se retrouvent face à ça, et soudain, tout le monde dit « Oh, ils se sont trompés dans leurs calculs ». Dis-moi, en gros, une seule fois où ils ont bien calculé les choses. Je peux t'en donner une. 1953, quand Eisenhower, un homme de véritable envergure, de stature et avec une expérience militaire d'envergure mondiale, a compris qu'il fallait mettre fin à l'effusion de sang en Corée. Et c'est lui qui l'a arrêté. Mais encore une fois, comparer Trump à Eisenhower, c'est comme me comparer à Einstein ou à quelqu'un de ce genre. Ce n'est même pas la même galaxie, d'accord? Donc voilà ce qu'on a. Des gamins de maternelle pathétiques avec des problèmes émotionnels qui dirigent aujourd'hui les États-Unis. Et ils sont évidemment guidés par cette idéologie fondamentaliste du ravissement, tu sais, la version force israélienne de cette hérésie biblique tournée en dérision. Et par conséquent, la mauvaise cause finit rarement par ne pas se manifester. C'est d'ailleurs Thomas Jefferson qui l'a dit, tu sais. Alors, que veux-tu que je dise? André, bon nombre des problèmes auxquels ils sont confrontés en ce moment concernent le détroit d'Ormuz. Nous avons appris du secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, que ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont levé les sanctions sur le pétrole russe. Et il a déclaré que dans les prochains jours, nous pourrions également lever les sanctions sur le pétrole iranien, déjà en mer. Tu sais, cela se retourne en quelque sorte contre ce que Donald Trump essayait d'accomplir. Je veux dire, aujourd'hui, d'après les derniers rapports, plus de 10 millions de barils par jour ont été retirés de l'approvisionnement en pétrole. Cela va encore s'aggraver dans les prochains jours. Peu importe comment ils lèvent les sanctions, tout le monde s'en fiche, tu vois. Personne ne se soucie de ce que font les États-Unis. Des sanctions sur des sanctions. Si l'Inde a peur ou si la Chine a peur, c'est leur problème, d'accord? Par exemple, la Russie a suffisamment de ressources pour traiter avec ceux qui n'ont pas peur et qui font simplement ce qu'ils ont à faire. Le problème, c'est que la situation va devenir bien pire et que le vrai pétrole physique aujourd'hui, contrairement à ces bêtises de papier vendues sur toutes sortes de marchés, c'est ce qui compte vraiment. Même ça, c'est juste dégoûtant, sans arrêt. On est à quoi? 127 $ ou quelque chose comme ça sur le papier, pour je ne sais plus quel nom de ce brut de base des Émirats arabes unis. Mais le pétrole physique est maintenant à 150 $ et plus. C'est donc une catastrophe. Et peu importe les efforts des États-Unis, ils vendront à l'Europe, par exemple, du gaz et du pétrole à 5 fois le prix, ce qui achèvera l'Europe déjà à genoux. Et je ne sais pas, en fait, les États-Unis ne détruisent pas seulement l'Europe et le Moyen-Orient. Ils se détruisent eux-mêmes maintenant. Parce que l'Europe, vous savez quoi? Les gens ne sont pas idiots, d'accord? Ils voient cette humiliation. On parle d'une humiliation militaire. Les gens, vous savez, il faut comprendre ce qu'est la machine de propagande aux États-Unis. Ces bonimenteurs tournent tout à leur avantage, du genre « Oh oui, Prosperity Guardian, oui, ça a échoué. Ils se sont rendus aux outils, leur ont en quelque sorte tout remis. » Donc maintenant, on se retrouve avec une situation à une échelle encore plus grande, d'un ordre de grandeur supérieur. Et ils ne pourront pas débloquer le commerce à Ormuz, quoi qu'ils fassent, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. La marine américaine a déjà déclaré « Nous n'escortons rien ». Et tant mieux, parce qu'ils comprennent la situation. Il y a là-bas des professionnels militaires
qui comprennent les opérations, qui comprennent les risques. Ça, vous ne pouvez pas l'expliquer à Pete Hegseth. Il n'a même pas les bases en mathématiques pour comprendre comment les opérations sont planifiées. Tu vois, il a vu des choses, il a vu ses écrans, mais il ne comprend pas ce qui se passe derrière ces écrans et ces claviers. Là-bas, tu as des types avec des doctorats et des masters en sciences militaires et dans les domaines STEM qui travaillent. Ce n'est pas que le Pentagone en est trop, mais ils existent quand même. Donc, tu peux pas lui expliquer. Mec, tu comprends ce qui se passe. Ton idée de la rédemption, et comme tu dis, on se bat pour Jésus, peu importe. Ce type est complètement cinglé. Et donc, Trump s'est entouré de ces personnes parce qu'il était contrôlé. Il est victime de chantage à cause des dossiers Epstein. Et cette affaire ne va pas disparaître. Il cède sans pour autant offrir la victoire. Cela ne veut pas dire que les démocrates vont gagner, mais il pourrait en gros reprendre la Chambre et peut-être le Sénat. Et ce serait une catastrophe pour Trump, car il pourrait se passer toutes sortes de choses après cela. Une destitution, voire le 25e amendement, tu vois, ou autre chose. Je ne sais pas. Alors Trump voulait que son ami, tu sais, Lindsey Graham, s'occupe de lui. Eh bien, il s'est fait remettre à sa place, c'est sûr. Et encore une fois, on ne peut pas expliquer à ces gens-là ce à quoi ils ont affaire. Ils ne sont pas compétents. Prenez n'importe lequel d'entre eux. Ils ne comprennent pas la dimension militaire. Parce que si l'on regarde l'enseignement militaire aux États-Unis, c'est presque du niveau du tiers-monde, avec un peu d'apport de technologie étrange. Mais quand on voit comment les rampes maritimes sont retirées, pas une, deux ou trois, de leur ambassade à Bagdad, voilà. Une fois qu'elles sont parties, qu'est-ce qui reste? Rien. André, on a demandé à Pete Hegseth, si vous êtes si puissant et que vous dominez tout en Iran, pourquoi n'êtes-vous pas capable d'ouvrir le détroit d'Ormuz? Voici ce que Pete Hegseth a répondu. Oh, mon Dieu. Vous avez dit que l'armée américaine dispose d'une supériorité aérienne et navale sur l'Iran. Pourtant, nous n'escortons pas les navires dans le détroit d'Ormuz. Pourquoi? Comment se fait-il que vous n'ayez pas prévu cela? Nous le planifions. Nous en sommes conscients. Car au fond, nous voulons procéder de manière séquentielle, de façon à ce que cela ait le plus de sens par rapport à ce que nous voulons accomplir, et pour nous assurer que nous envoyons les bons signaux au monde lorsque nous le faisons. Ainsi, lorsque Chris Wright s'exprime, ou lorsque nous nous exprimons, c'est sur la base d'une évaluation complète de ce à quoi nous sommes confrontés, ce que nous voulons dire au monde, comment nous voulons qu'ils perçoivent et comprennent le conflit. C'est un peu comme toute cette idée d'un élargissement de la guerre. C'est ce que la presse veut faire croire, comme si elle s'étendait et que le chaos s'installait. Non, en réalité, nous sommes en train de resserrer notre emprise pour atteindre et maîtriser les objectifs que nous voulons accomplir et la manière dont nous voulons les atteindre. On appelle ça des opérations de modelage, établir les conditions. Mais lorsque vous façonnez l'environnement, vous ne l'annoncez pas toujours. Je veux dire, des dirigeants politiques et militaires imprudents par le passé fixaient une date limite précise. Voici exactement quand nous ferons ce que nous allons faire, ou voici combien de temps cela nous prendra. Et ensuite, si vous y parvenez, tant mieux. Mais si vous échouez, c'est un échec. Nous savons exactement ce que nous préparons et pourquoi. Nous envoyons ces signaux en travaillant à travers les différentes agences. Le détroit d'Ormuz est un sujet auquel nous prêtons attention depuis le début, et le peuple américain peut être assuré que nous veillerons à ce que nos intérêts soient défendus, sans aucun doute. André, d'un point de vue militaire,
Est-ce que ça a du sens? Non, c'est une sorte de, oui, du charabia. C'est juste un ensemble de mots, sans aucune connexion logique ni séquentielle. Du baratin sémantique, une soupe sémantique, tu vois, de la bouillie, peu importe. Il a juste besoin de dire quelque chose. Le problème, c'est que Pete Hegseth ne comprendrait même pas le modèle de salve de base, encore moins les équations de salve élaborées et la façon dont elles influencent les échanges de missiles modernes. Les États-Unis n'ont tout simplement aucune expérience en la matière. Les États-Unis ne savent pas comment mener ce type de guerre. Comme je l'ai déjà dit, la doctrine militaire américaine repose essentiellement sur des contes de fées inventés par des généraux de la Wehrmacht à propos de la Blitzkrieg. C'est la bataille air-terre, la bataille air-mer, tu vois. Donc la seule chose qu'ils savent faire, comme je l'ai déjà dit, c'est lancer autant qu'ils peuvent en termes d'armes à distance. Des Tomahawks, des JAS, tu vois, ils entrent, boum. Il n'y a pas un seul pilote américain de la génération actuelle qui ait jamais affronté ne serait-ce que le type de défense aérienne qui existait, par exemple au Vietnam. Aujourd'hui encore, on parle de ce F-35. Je ne vois pas ce qu'il a de si extraordinaire. Je veux dire, tu entres dans une zone de défense aérienne, tu vas te faire abattre. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Ils passent leur temps à se parler entre eux. Ils sont complètement grisés par leur propre discours. Ils n'ont jamais rencontré de véritable opposition. Peut-être qu'il y en a qui volent au-dessus de l'Iran, qui est un pays ami. On ne sait pas. Bref, ces gens-là, ils ne comprennent tout simplement pas. Ils ne savent pas ce qu'est un échange de missiles moderne. Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne réellement. Enfin, ils ne comprendraient tout simplement pas. Pete Hegseth n'a aucun outil, comme beaucoup d'autres personnes au Pentagone, pour comprendre comment le modèle d'Osipov-Lanchester, qui est essentiellement un modèle chrétien, a évolué et est devenu une partie de ce qui est enseigné dans les véritables académies sérieuses de l'état-major général. Et comment, tu vois, combien d'entrées il faut y mettre, pour ainsi dire. Pas une sorte d'absurdité, comme avec l'Ukraine. Si tu mets des données absurdes dans le modèle, tu obtiens des résultats absurdes. Et c'est ce que nous avons. C'est pourquoi il doit inventer cet ensemble de mots, tu sais, des sons qui n'ont aucun sens. Alors qu'en réalité, aucun navire n'entre, car il serait immédiatement pris pour cible. Le ciblage serait élaboré et une solution de tir serait développée, surtout si l'on croit aux preuves circonstancielles, car la marine américaine, à juste titre, agit ici de manière professionnelle. Elle maintient ses actifs à environ 700 à 1000 kilomètres des côtes iraniennes, car on part du principe, une hypothèse qui pourrait d'ailleurs avoir un fondement réel, que l'Iran dispose de missiles de croisière anti-navires d'une portée d'au moins 700 kilomètres, et certains d'entre eux sont supersoniques. Donc, si l'on regarde la largeur du golfe Persique, et qu'on se dit, d'accord, ils ont un missile d'une portée de 700 km, puis qu'on examine la largeur, la partie la plus large du golfe fait quoi, environ 250 km. Je ne me souviens plus exactement, mais c'est une simple question de géométrie. On soustrait 250 de 700 et on obtient 450. Cela fait à peu près 450 km. It's 36. It's 36. Yeah. Non, non, ça devrait l'être. Oui, cela devrait être de l'ordre de plusieurs centaines de kilomètres, mais je ne me souviens plus exactement. Donc tu as quoi? Environ 400 kilomètres au moins à l'intérieur du territoire iranien, sous la couverture de la défense aérienne dont dispose l'Iran. Tu obtiens la cible et tu lances la salve. Bonne chance pour y faire quoi que ce soit. Et bien sûr, ensuite, il y a les champs de mines. On a toutes sortes de choses là-bas, tu sais. Et on a les vedettes rapides, qui sont encore une fois des mensonges de Trump, comme toujours. Mais enfin, tu vois, elles sont cachées
dans leurs installations souterraines. Et eux, à en juger par les 18 pétroliers qui brûlent actuellement dans le golfe Persique, 18 d'entre eux, l'Iran n'a aucun problème, vous savez, à faire exactement ce qu'il fait en ce moment et continuera à le faire aussi longtemps que nécessaire. Et encore une fois, c'est comme la fameuse anecdote russe. Nikolai et Piotr sont partis chasser un ours. Puis Nikolai s'éloigne, le trouve et crie à Piotr. « Hé Piotr, j'ai trouvé l'ours. Je l'ai attrapé. » Piotr répond « Ah, amène-le ici. » Nikolai dit « Non, je ne peux pas. Il ne me laisse pas. » C'est exactement ce qui se passe ici. Et maintenant, ils sont dans de beaux draps, comme le dit notre bon ami Golan Nixon, dans le kimchi. Et le kimchi est très profond, vous savez. Et puis-je le dire, il faut un véritable état-major sérieux pour comprendre cela. Les États-Unis n'ont que des commandements qui planifient ce qu'ils planifient. Mais nous savons que la marine américaine fait ce qu'il faut, car elle doit préserver ses atouts. Même s'ils sont obsolètes pour la guerre moderne, ils doivent les garder à l'écart. Ils pourraient déplacer quelques sous-marins là-bas, puisque de toute évidence, l'Iran ne dispose pas d'une pleine capacité de lutte anti-sous-marine. Ils pourraient donc lancer davantage de Tomahawk avec ce qu'il leur reste. Mais c'est à peu près tout. Ainsi, tout revient maintenant à la seule chose que l'armée américaine sait faire, l'aviation américaine qui bombarde quelque chose. Et de toute évidence, cela ne se passe pas très bien non plus.